Sans délai, je vais céder la parole à Aude Bodiguel, donc de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'ADEME, qui est économiste à l'ADEME. Elle est peut-être là. Elle était dans l'après-midi. Là, ça c'est l'après-midi. Celle-là. Bonjour, merci de m'avoir invité. J'ai pas de présentation. Bon, ça tombe bien, j'avais décidé de commencer par en fait une devinette. Je dis 1 heure après la pause déjeuner, c'est bien de réveiller un petit peu tout le monde. Donc, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un chargé de mission sur ADETE, PCAET, ou en charge de toute autre démarche climat, air, énergie, et d'essayer de trouver quel type d'action pourrait répondre à la fois au volet énergétique, au volet social et au volet adaptation au changement climatique de votre document de planification. J'ai été trop vite. Alors, bon, ça veut pas. Voilà, donc pour la question, la réponse est tirée d'une étude qui a été cofinancée par l'ADEME, réalisée par un chercheur qui est ici présent dans la salle et qui s'exprimera tout à l'heure. Je ne vous en dis pas plus, la réponse sera à la fin de ma présentation. Ceci, histoire que vous ne soyez pas en train de tous chercher sur Internet pendant que je finis ma présentation. Donc avant de vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, j'aimerais partager un constat, parce que c'est important d'être d'accord sur le point de départ. Le constat d'un profond déséquilibre entre ce qu'on a appelé l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Avec une petite parenthèse sémantique, on nous a annoncé ce matin qu'il fallait qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre de 40% à l'horizon 2030. Je ne sais pas si le terme atténuation est encore tout à fait pertinent. Donc, ce déséquilibre, bon, c'est venu d'un fait qui est incontestable, hein, c'est l'inertie du système, on vous l'a rappelé ce matin, la concentration des gaz à effet de serre, qu'il fallait une urgence à agir immédiatement, ce qu'on n'a pas fait bien évidemment, mais donc une urgence à réduire les émissions, et avec peut-être cet avantage de la réduction d'avoir un indicateur commun qui était la tonne de CO2, ou équivalent CO2, qui était également un indicateur quantifiable et mesurable, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans la seconde thématique. Et donc on a vu se construire finalement autour de l'adaptation tout un tas de discours absolument pas pertinents, mais qui demeurent encore. Et une partie de ma présentation va être d'essayer de vous montrer en quoi ça n'est pas absolument pas pertinent. Alors, peut-être un petit point historique, c'est comment on en est arrivé là. Et bien, en fait, tout ça, c'est la faute du GIEC. Parce que finalement, c'est lors de leur second rapport qu'ils présentent pour la première fois 2 façons de lutter contre le changement climatique. Parfaitement justifié par le fait que, d'une part, on va s'intéresser aux causes, l'atténuation, et d'autre part, aux conséquences, l'adaptation. Et donc, voilà, avec 2 façons bien séparées, 2 petites cases, on adore ça, les cases, hein, en administration, ça permet de classifier les actions, d'orienter les investissements, etc. Le problème, c'est que finalement, la société s'est emparée de ces 2 notions en mettant tout un tas de choses derrière l'atténuation. C'était facile, je vous disais, il y avait des indicateurs, c'était mesurable, quantifiable. L'adaptation, c'était plus compliqué. Et donc, on voit apparaître différents discours. Par exemple, ah non, on ne va pas parler d'adaptation parce que ça serait avouer qu'on renonce à réduire. Alors, personnellement, j'ai jamais très bien compris pourquoi, mais voilà. Ou alors, ah oui, mais finalement, l'inertie du système nous dit que l'accumulation des gaz à effet de serre va produire un changement climatique demain. Oui, mais peut-être qu'il y a déjà des impacts du changement climatique aujourd'hui.
Ou alors, encore, on parlait de données tout à l'heure, avec la présentation de Solagro. Ah oui, mais moi, je ne sais pas ce qui va se passer sur mon territoire, donc je ne peux rien faire. Là encore, ce n'est pas forcément l'idéal. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du GIEC quand même? C'est que très vite, ils ont évolué, que dans leur 4e rapport en 2007, déjà, il y avait un paragraphe, un chapitre entier destiné à en fait montrer les interactions entre adaptation et atténuation. Et que lors du 5e rapport, finalement, une définition indépendante de l'adaptation n'existe plus. En fait, le GIEC prône l'intégration totale des actions d'adaptation dans les politiques d'atténuation. Malheureusement, je pense que la France n'est pas un cas particulier. On n'a pas évolué aussi vite que le GIEC, finalement, notamment au niveau politique. Et donc, on en est resté à cette séparation qui est un petit peu artificielle. Donc, je vais vous présenter 2 slides pour vous montrer déjà que le changement climatique, c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Alors, cette première carte que j'ai trouvée dans le dernier rapport d'une commission du Sénat sur la gestion des risques climatiques qui est sorti en juillet dernier et qui vous présente en cumulé tous les nombres cumulés d'arrêtés de catastrophes naturelles depuis la création du mécanisme en 1982. Et comme vous pouvez le voir, en blanc, les communes qui n'ont jamais connu d'arrêté CatNat. Et vous ne voyez pas le blanc, c'est normal parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc, ce qui veut dire que depuis 35 ans, la quasi-totalité des communes de France a connu, à minima, entre 1 et 5 événements, le plus souvent climatiques. Pourquoi je dis le plus souvent? Parce que dans ces arrêtés, il y a aussi quelques événements liés au risque sismique. Je vous fais, étant en région, un petit zoom sur la région que vous pouvez trouver sur le producteur des données qui est la Caisse centrale de réassurance. Donc vous pouvez voir, vous pouvez à peu près voir en noir, donc le pire des cas, Narbonne, Toulouse, Castres, et en rouge vraiment très très foncé, Carcassonne ou Perpignan. Je vais faire un petit retour en arrière, juste pour vous montrer, je vais vous demander de regarder la position de la Bretagne, comparée à vous. Vous avez l'impression que finalement, il ferait mieux vivre peut-être en Bretagne. C'est pas forcément le cas. Une seconde carte pour vous montrer un indicateur que produit l'ONERC, l'Office national des effets du réchauffement climatique, depuis 2005, où il croise la densité de population et le nombre d'arrêtés CatNat. Donc regardez cette même Bretagne que vous voyez tout à l'heure, finalement on est peut-être mieux en région Occitanie. Tout ça est dû à la densité de la population et donc la vulnérabilité des populations en Bretagne est considérée comme plus grande qu'ici. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien évidemment qu'il peut y avoir des événements climatiques qui ne donnent pas lieu à des arrêtés CatNat. Donc ça n'est qu'un reflet partiel de ce qui se passe dans la réalité. Le second point, c'est que là, on parle de la vulnérabilité des populations uniquement, bien évidemment, on ne prend pas en compte les activités économiques. Donc les plages blanches ou claires qui sont ici reflètent une moindre vulnérabilité des populations, mais rien n'est dit sur, par exemple, l'agriculture ou les activités industrielles. Une autre slide pour essayer de vous montrer que s'adapter, ça n'est pas renoncer à lutter contre le réchauffement climatique, bien au contraire, c'est maximiser ses chances de réussite. Alors, j'ai essayé de croiser finalement ce qu'on trouve dans le PNAC version 2, le PNAC, Plan national d'adaptation au changement climatique, dont la seconde version est sortie en décembre. Et j'ai pointé un peu au fil de l'eau des activités ou des secteurs ou des points qui sont repris. Donc là, le tourisme, filière agricole et agroalimentaire, filière bois et forêt, et aussi un objectif qui est pris du plan biodiversité, ce qui est l'objectif zéro artificialisation nette. Et
à côté, la SNBC, dont on a parlé tout à l'heure, donc Stratégie nationale bas carbone, la deuxième du nom, sortie également en décembre dernier, où finalement, on parle de la même chose. Le tourisme, ça va toucher les activités de transport, bien évidemment, le bâtiment dans la partie tertiaire, hein, ce sont des hôtels, des commerces, etc. Alors on a pointé différentes choses ce matin, comme les puits de carbone, par exemple. La région a parlé de la disponibilité de la biomasse, l'agriculture, bien évidemment. Donc finalement, qu'on parle d'atténuation ou d'adaptation, on va s'intéresser aux mêmes choses. Alors, pourquoi s'adapter, c'est augmenter ses chances de réussite? Finalement, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à éviter ce qu'on appelle la maladaptation, d'une part, et deuxièmement, de penser des trajectoires bas carbone qui sont adaptées au changement climatique. Quelques exemples. La maladaptation, c'est ce qu'on a vu cet été, c'est la multiplication des achats de climatisation pour lutter contre la chaleur, tout simplement, qui vient non seulement augmenter les consommations énergétiques, donc les émissions de gaz à effet de serre, et qui vient aussi, dans bien des cas, renforcer les îlots de chaleur urbains. Il y a eu plein d'articles sur le sujet, donc je fais très court, je ne détaillerai pas. Une trajectoire bas carbone non adaptée, ça donne quoi? Merci. C'est par exemple, malheureusement, ce qu'on a fait ces 10 dernières années, c'est prévoir la rénovation du bâtiment en oubliant un petit peu la notion de confort d'été et en pensant uniquement à l'isolation en période hivernale. Ça peut être aussi, puisqu'on parle de disponibilité biomasse, donc, et notamment bois, la canicule de 2003 a montré que les forêts avaient souffert. Alors les arbres ne sont pas forcément morts en 2003, hein, ça a mis plusieurs années. Et que cette disponibilité, en fait, elle doit s'entretenir, en fait. Une disponibilité de la forêt en 2050, elle va nécessiter du suivi, de l'entretien. Alors je ne sais pas ce qu'il en est sur la région, je n'ai pas eu le temps de me renseigner, mais je sors de la région Grand Est où j'étais en début du mois, où il y a de sérieux questionnements, puisque les épicéas sont non seulement affaiblis par la sécheresse, mais aussi attaqués par les scolytes. Et donc, une des solutions est de remplacer les épicéas par des feuillus. Donc du coup, on n'est plus sur les mêmes usages. Donc c'est une grosse révolution. À la fois pour les gestionnaires, mais aussi pour les filières industrielles qu'il y a derrière. Donc voilà un petit peu le panorama. Comme il me reste très peu de temps, je saute tout de suite. Ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est finalement parler des deux en même temps. En effet, les impacts du changement climatique sont déjà visibles, donc il y a tout autant urgence à agir aujourd'hui, et à ne pas différer l'action, et que par ailleurs, on peut obtenir une réduction de la vulnérabilité relativement rapidement. Je vous donne un exemple. La canicule de 2003, toujours, on parlait de plus 15 000 décès supplémentaires dus à cette canicule. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette canicule, si elle avait eu lieu à Cordoue, en Espagne, c'est quand même pas si loin, il n'y aurait eu aucun effet. Ce qui veut dire que on peut très bien vivre avec les températures d'intensité qu'il y a eu à l'époque, sans avoir les effets néfastes, juste nous n'étions pas préparés. D'ailleurs, grâce notamment au plan canicule, désormais, on n'atteint quand même pas ces seuils gravissimes de décès supplémentaires. Donc, une action immédiate d'adaptation peut conduire à des résultats tout à fait visibles et valorisables, notamment dans le cadre d'un PCAET, par exemple. La réponse à la question, donc, comme c'était une devinette pour vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée? Donc je rappelle, la question c'était, connaissez-vous un type d'action qui pourrait relever à la fois du domaine énergétique, social et d'adaptation au changement climatique? Alors isolation,
L'Incoso. Si, non mais j'écoute les autres réponses, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas sûre de voir les aspects sociaux de l'utilisation de l'hydrogène. S'il vous plaît. Il y avait une autre proposition de réponse là-haut. C'est pas mal. Il y a pas mal d'imagination. L'éducation aussi. Planter des arbres. C'est vrai, à terme, planter des arbres pourrait être utilisé d'un point de vue énergétique et social. Bon, alors, je vous livre ce que nous avions trouvé dans l'étude, donc qui était menée sur une dizaine de plans climat, dont les résultats avaient été présentés à la COP21, et donc une étude cofinancée par l'ADEME, l'AFD et I4C. Et ben, en fait, c'était la lutte contre la précarité énergétique. Et nous avions trouvé, dans différents plans climat, cette action qui était parfois dans la politique sociale, parfois dans le volet purement énergétique, et puis aussi dans le volet adaptation. Alors pourquoi adaptation? Parce que finalement, les plus vulnérables, ce sont aussi les plus précaires. Et donc, une façon de réduire la vulnérabilité à un impact du changement climatique, en l'occurrence la chaleur, était une façon de s'adapter, et qui nous semblait d'ailleurs tout à fait pertinente. Donc voilà, je crois que j'ai tenu dans les 5 minutes. Ouais, même j'ai gagné du temps. Je vous remercie de votre attention. Les questions seront pour après, je crois.